Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui de l'AMSA, le rôle des PLI et des RIF dans la mobilisation des connaissances et l'établissement des liens avec la communauté. Je suis Chanda Montaz et je suis donc analyste des recherches et des politiques et votre animatrice à l'événement d'aujourd'hui. Et avant donc de commencer, l'organisme cadre que nous sommes, AMSA, reconnaît que la Colombie-Britannique se trouve sur les terres non cédées des Premières Nations qui sont donc gardiennes de ces terres depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons le privilège que nous avons en tant que pionniers de ces terres. Nous reconnaissons que les activités de l'AMSA se déroulent sur les territoires traditionnels non cédés des nations Musqueam, Squamish et Tsawwatot. Alors, je commence aujourd'hui en vous présentant nos orateurs d'aujourd'hui. Et nous avons donc Mayam qui vient de PLI de Surrey et Florentienne qui vient de notre PLI de la grande région de Victoria. Et donc, qui dirigeait des groupes donc PLI qui vont nous parler de la mobilisation des connaissances et l'engagement auprès de la communauté, une priorité pour ces instances. Donc, ceci dit, nous avons invité donc Mariam et Florentine de partager avec nous les projets qui sont en cours ou qu'elles ont lancés. Et elles vont être donc là pour nous impartir de ce qu'elles ont pu accomplir et des leçons à tirer de ces expériences. Donc, Florentine d'abord, Verrage, qui est la coordinatrice du PNI de la Greater Victoria Local International Cultural Association, et ensuite Myriam qui est donc au PLI de Surrey et qui va partager son expérience avec ses projets. Donc à vous Florentine, la parole. Merci Shangrima, c'est formidable d'être ici et je suis très contente que nous allons faire de beaux échanges aujourd'hui. Je suis Florentine Vera, je suis donc coordinatrice du partenariat des locaux pour l'immigration de la grande région de Victoria et je vais commencer par dire que les premières diapositives, je vais les parcourir un petit peu rapidement parce que vous connaissez déjà ces informations et je voulais m'assurer à ce moment-là de réserver le temps pour discuter plutôt certains des projets que nous avons menés et de ce que nous avons appris à partir de ces projets. Si donc je vais un peu trop vite ou si vous voulez en savoir davantage sur un des projets ou autre, envoyez-moi un courriel à la fin de ma présentation. Vous allez recevoir, vous allez voir mon courriel affiché, mon numéro de téléphone et n'hésitez pas donc à me contacter. J'en serai très contente. Alors, la prochaine diapo. Le groupe partenariat de la partenariat local d'immigration du Grand Victoria réunit donc des personnes qui sont situées sur les traditionnels des peuples Wassanek et la Camen. Et moi, je suis arrivée de la Hollande, j'ai grandi là et je suis en tant qu'une personne qui ont été des colons, des personnes déplacées de force. Nous sommes des visiteurs non invités sur cette terre et nous reconnaissons effectivement les nations Sangui, Escumacha, Litsekum, Tsawut, Parkachin et Tsuke dont les relations historiques avec la terre se poursuivent à ce jour. Nous sommes donc reconnaissants de vivre, de travailler et d'apprendre sur ces territoires et nous rendons hommage aux nations qui ont toujours pris soin de ces terres, de ces eaux, de ces terres et continuent de le faire aujourd'hui. Alors, Myriam peut-être vous en dira davantage dans le cadre de ces projets également. C'est que la reconnaissance territoriale, bien entendu, doit dire bien plus et faire plus que simplement qu'il y ait d'établir des liens avec les peuples autochtones dans les travaux que nous faisons. Prochaine diapo. Donc, comme Shangrima l'a dit, l'Intercultural Association, le PLI, pardon, de la grande région de Victoria émane de l'Intercultural Association, qui est un organisme qui dessert les immigrants. Vous allez en apprendre un petit peu davantage. Et comme je vous l'ai dit, je ne m'attendrai pas trop sur ces diapositives et je vais donc passer à la prochaine. Et là, il y a un petit peu plus d'informations sur le partenariat local en immigration de la grande région de Victoria que vous allez pouvoir approfondir en ligne à votre rythme. Donc, la prochaine diapositive. Et là, nous allons vraiment entrer au cœur du sujet. Et ce que j'ai fait, comment j'ai procédé pour cet exposé, c'est de l'établir en fait comme fondement sur cette citation d'un de mes auteurs préférés. Donc, Gloria Anzaldúa était, parce qu'elle est décédée malheureusement, était une auteure, une écrivaine. Et je recommande beaucoup ses œuvres,
parce que ça, c'est très puissant. Elle a parlé justement de comment travailler sur les terres empruntées. C'est des travaux très intéressants. Et j'ai choisi justement cette citation qui va, si vous voulez, établir la base de ce que nous allons discuter. Elle parle du travail dans l'alliance, en collusion, en coalition et en coalition. Le travail d'alliance consiste à tenter à se repositionner par rapport à une identité individuelle et collective. L'alliance remue les questions d'intimité, de confiance, de perdre cette confiance et ainsi que des enjeux fortement émotionnels. Ce qui va peut-être sauver le mouvement de femmes de couleur et de féministes blanches, le mouvement féministe, ce serait peut-être la tension des théories qui s'opposent, combinées au respect, à la compréhension partielle, l'amour, l'amitié qui nous unit à long terme. Alors, Mouher, pensez aux compagnonnes, à nos amis de proches, nos consoeurs que vous voulez avoir dans votre espace. Et là où leur vécu, leurs espaces également recoupent les vôtres. Et là, ça a été prononcé lors d'une conférence de femmes des facultés d'études sur les femmes. C'est dans ce cadre-là que cette citation a été émise. Mais ça m'a fascinée de voir ces propos sur le travail de l'Alliance, parce que beaucoup de ce que nous faisons repose sur ça, l'Alliance. C'est donc important de comprendre comment nous nous positionnons et repositionnons et comment nous traitons les défis que cause le concept de l'alliance. Et moi, ce que je fais, c'est que je choisis la collision et la coalition que nous avons dans notre titre pour en dire un petit peu plus où nous trouvons en train de faire collusion, d'être en collision ou de mener des coalitions. Et j'espère que ça va être pertinent et utile pour vous. Alors, prochaine diapo. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'ai deux diapositives qui énumèrent un petit peu certains des travaux que nous faisons au GVELIP. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Je les mentionne parce que je vais extraire des exemples de là où il y a collusion ou coalition à partir de ces travaux. Et donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit avant, de me contacter par la suite si vous voulez en apprendre davantage sur un projet particulier. Alors, pour vous faire connaître certains des travaux que je vais mentionner, nous avons fait un sondage à l'échelle de la communauté sur le racisme dans la grande région de Victoria qui a généré pas mal de réponses. Et c'était un projet que nous avons lancé internement et par la suite nous avons pu avoir une équipe qui a pu nous aider à rédiger et également à analyser ce sondage. Donc, nous avons également fait une étude sur les besoins d'ordre juridique des immigrants avec le ministère de la Justice, qui avait été déjà structuré par le ministère de la Justice en tant que tel, mais pour le reste, c'était plutôt des travaux que nous avons faits à l'interne. Avec le financement fourni par Resilience BC, nous avons créé un protocole de réactivité au sein de la communauté avec l'Université Western, toujours dans le cadre géré par GVLP, par ses membres, en tant que membre actif au conseil de consultation. Et pour le moment, nous sommes en train de lancer une campagne médiatique, l'antiracisme au travail. Ça relève de tout un chacun. Et ça émane justement des travaux que nous avons faits avec des agences locales, une collaboration. C'est un travail collectif. Et finalement, le ICA, donc l'Intercultural Association, mène des consultations sur les lois sur la donnée antiraciste de la Colombie-Britannique. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et ceci est également dirigé par ICA et j'agis en tant que consultante ou conseillère. Et là, nous en apprenons justement grâce aux constatations de ces études. Il y a de la recherche à venir qui a pour base la connaissance qu'ont les femmes ayant immigré récemment, des logements de transition et des ressources juridiques dans la région de la capitale. Et j'espère accomplir par cela, utiliser un petit peu les leçons extraites des projets précédents pour travailler au mieux à faire réussir celui-ci.
Alors, la prochaine diapositive, on parle de la collusion. Commençons avec ce concept-là. Et ça, c'est un petit peu ce que je trouve être l'un des éléments les plus difficiles à traiter. Nous faisons partie du système que nous sommes en train de vouloir démanteler. Donc, nous sommes complices en quelque sorte de cela. Et une des choses que nous devons constater dès le départ, quel que soit le travail que nous menons, c'est qu'il n'y a pas moyen d'y échapper. Il n'y a pas, si vous voulez, de terrain neutre, il n'y a pas moyen de rendre les choses tout à fait beaux et tout à fait confortables parce que nous ne pouvons pas défaire ce concept de collusion, en quelque sorte, dès le départ. Donc, nous courons le risque à ce moment-là, quand dans nos travaux, au sein des communautés, quand nous faisons des recherches, de perpétuer le système plutôt que de le démanteler. Alors nous devons réfléchir avec grand soin à ce que ça signifie vraiment. Donc j'ai ajouté justement une citation de Audre Lorde, dont vous voyez la photo là, et là c'est une citation très célèbre. Est-ce que les outils du maître peuvent-ils détruire la maison du maître? Donc Lorde justement utilise cette citation avec un exemple de femmes qui essaient d'arriver donc au sommet de l'échelle et qui essaient de faire en sorte que leur carrière justement d'y arriver par le fait que d'autres femmes pourront prendre soin de leurs enfants. Donc nous sommes en train de mettre en place un système hiérarchique. Et parce que ce travail-là, c'est encore le travail d'une femme, mais qui va souvent être remis aux mains d'une femme immigrante, une gardienne qui va prendre soin des enfants pour qu'on puisse à ce moment-là se retrouver dans cette arène qui auparavant était l'apanage des hommes. Donc, elle se pose la question, est-ce donc la façon de vraiment résoudre le problème de la participation? Est-ce qu'il nous faudrait réinstaurer ou briser ces types de perpétrer ces hiérarchies? Donc, ça nous mène à différents contextes. Mais là, ce qu'il est important, c'est de réfléchir à quels sont les types de hiérarchies que nous sommes en train de perpétuer en utilisant une méthode donnée dans nos façons de faire, dans nos travaux. Un des exemples de nos travaux à nous, c'est par exemple notre sondage sur le racisme qui était disponible seulement en anglais. Alors, cela a perpétué le problème d'accès que les nouveaux arrivants connaissent. Donc, spécifiquement, par exemple, en tant qu'un PLI, c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper. Donc, nous n'avions pas le financement pour obtenir des traductions. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il est facile de surmonter. Donc, il faut peser les pour et les contre. Allons-nous donc faire ce sondage en anglais, si nous n'avons pas le financement nécessaire pour le traduire correctement, ou allons-nous non pas procéder à ce sondage? Et parfois, il faut prendre cette décision, comme nous l'avons prise cette décision que c'est assez important de transmettre ce sondage. Donc, nous allons faire en sorte que les termes en anglais que nous allons utiliser, nous allons vérifier avec nos professeurs des programmes d'instruction en langue pour les nouveaux arrivants, pour nous assurer que tout ce qui est utilisé comme libellé, ce ne sont pas des mots complexes, mais qui vont continuer à transmettre malgré tout ce qu'on essaie d'accomplir. Mais ça veut dire que vous devez bien connaître vos communautés et ceci, il faut y réfléchir dès le départ parce qu'il y aura une répercussion sur les résultats. Un autre exemple, la loi sur les données antiracistes de la Colombie-Britannique, par exemple. Là, on voit une institution donnée qui veut faire mieux les choses, mais en même temps, ça peut peut-être faire en sorte que les gens soient plus hésitants à participer à cette conversation-là, cette discussion-là. Sûrement les gens, les gens qui veulent avoir cette information, peut-être se montrer plus critiques au cas où ces personnes-là, justement, vont être partie prenante de ces discussions sur ces sujets. Donc, il y avait la possibilité d'inviter les représentants du gouvernement lors de ces discussions et on a décidé donc de ne pas procéder ainsi, par exemple. De donner aux gens cet espace où ils peuvent exprimer leur frustration, peuvent s'exprimer en toute liberté, leurs préoccupations quant à la façon dont la Colombie-Britannique veut recueillir ces données, que les gens se sentent libres d'être vraiment anonymes, de vraiment s'extérioriser sans avoir à craindre que ceci pourrait affecter quelles que soient les procédures ou les liens qu'ils pourraient avoir avec le gouvernement. Donc voilà deux exemples que nous avons vus
Et prochaine diapo. Alors, comment nous allons perturber ces choses? La collusion, justement, c'est d'être conscient des outils que nous allons utiliser. Comment et pourquoi nous les utilisons et qui va en faire emploi. Donc, un autre outil, dans le cadre de ce sondage, nous utilisons ce sondage pour demander aux gens quels sont vos vécus, votre expérience du racisme. Et nous avons reçu des courriels de certaines personnes et aussi des gens qui nous ont contactés personnellement. Nous sommes préoccupés parce que ça nous demande de quantifier le racisme et ce n'est pas quantifiable. Et ce n'est pas que je vais simplement cocher combien de fois j'ai fait l'expérience de ça, le vécu de ça, chaque jour, une fois par semaine, quelques fois par an. Plutôt, comme l'un des répondants a dit, le racisme, c'est gravitationnel, c'est comme tout autour de moi. Donc, ce serait ambiant. Donc, ce sondage ce sera restreint, quelle que soit la façon dont on voudrait l'utiliser. Et pour cette raison, nous l'avons donc nous y avons suppléé par des concertations, des dialogues au sein des consultations au sein de la communauté pour entendre leurs opinions directement. Donc, nous n'avons pas utilisé rien que cet outil-là. Donc, quel que soit, nous voulons toujours avoir un centre d'équité qui recherche des voix. Et nous devons apprendre de nos histoires et comprendre les contextes. Et l'une des citations de Gloria Andaluza, c'est il faut passer l'histoire au tamis, en éliminer les mensonges pour rompre avec les traditions oppressives. Et ceci, Andaluza ici veut parler de comme utiliser dans notre sac à dos, choisir l'outil que l'on veut utiliser. Et quel outil aussi éliminer de ce sac. Et quels sont les outils nouveaux qu'elle voudrait, par exemple, dans son cas, utiliser en fonction de ses antécédents autochtones. Donc, ça veut dire que nous devons créer de façon créative ces nouveaux outils pour arriver à d'autres façons de savoir, de connaître et prendre le temps de bien faire les choses. Ça voudrait dire aussi qu'il nous faudra rémunérer les gens qui font partie, qui partagent leur expérience vécue. Et pour revenir un petit peu à cette citation de Audre Lorde, c'est important de comprendre que cette citation qui parle des outils des maîtres, ça ne veut pas nécessairement dire que tous ces outils vont nécessairement faire partie de l'ancien système, qu'elles ne seraient pas utilisables, donc ces trousses-là ou ces outils, mais qu'il faut faire attention avec ces outils-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser le sondage, mais qu'il faudra l'employer avec soin, de savoir pour quelles raisons, quels sont les types de questions, et que de toutes nos démarches, est-ce que sommes-nous en train de reproduire une hiérarchie que nous voudrions nous défaire, en fait. Donc, c'est là qu'il faut réfléchir avec soin. Et parfois, nous avons encore à faire des choses, même si ce n'est pas parfait. Et notez que lorsque je parle de façon de perturber, de quel type de solution à de ces problèmes, aucune des solutions, il y aura toujours. Certaines des solutions ne seront pas parfaites en soi. Donc, parfois, on aime bien, il y a des problèmes et on entend, donnez-moi la solution, mais certains de ces problèmes n'ont aucune solution attenante. Donc, on doit faire du mieux qu'on peut avec le contexte qu'on a. Une prochaine diapo. La collision. Ah, ça, c'est un mot difficile à traiter parce qu'il y aura des affrontements. Donc, pour faire ce travail, ce type de travail, il faut s'y attendre à ces affrontements. On ne peut pas l'éviter. Et parfois, quand il y a des collisions qui se produisent, ça montre en fait que nous sommes en train de fonctionner comme il faudrait et que faire le bon travail est nécessaire. Donc, dans nos campagnes, on a de ces messages trolls, des messages exprimant beaucoup de frustration, de colère. Quand on parle d'antiracisme, etc., ça veut dire en fait que nous faisons le bon travail, justement parce qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer notre façon, nos conversations sur l'antiracisme. Donc, ces affrontements qui pourraient se produire, pourraient être avec le public général, comme dans les campagnes médiatiques ou les personnes en pouvoir pour qui ce n'est pas facile de recevoir des critiques. Il y a des gens au pouvoir qui veulent justement être au courant de ces critiques, mais d'autres pourraient ne pas l'être autant. Alors parfois, il y aurait des réactions justement négatives ou bien des réponses très, très précautionneuses. Mais je pense que ce qui est encore plus important, c'est de réaliser que nous pourrions également
nous arriver à causer des affrontements avec les communautés dignes d'équité. Donc, comment traiter ce type d'affrontement? Parce que nous voulons faire le travail qu'il faut, le faire bien, et les gens qui nous aurions voulu voir être les bénéficiaires de ce travail, être ne pas d'accord avec notre façon de procéder. Donc, ça pourrait être la différence entre être réfuté ou être appelé à participer, justement. Donc, je vais vous donner l'exemple de la campagne médiatique. Il y a eu des gens de ces communautés dignes d'équité qui nous ont interpellés quant à la modélisation que nous avons utilisée parce que ce n'est pas tout un chacun qui a pu s'identifier dans tous les modèles proposés. Et dans un cas particulier, un membre de la communauté noire ici a soulevé ceci parce qu'on n'avait pas choisi quelqu'un qui était donc pouvant être identifié comme une personne de race noire, bien identifiée telle qu'elle. Il y avait un modèle, mais ce modèle-là peut-être se proposait, le profil proposé était peut-être un petit peu plus ambigu. Donc tout ça parce que nous n'avions pas trouvé un modèle qui pouvait porter, qui portait une hijab, le voilà. Et ça, c'est une confrontation, un affrontement. Et c'est peut-être des limites que l'on a dans les travaux que nous faisons. Et la question maintenant se dit, que faire avec justement ces types de d'échanges pas à l'aise, qui nous rendent pas à l'aise. C'est un petit peu lorsque on fait avoir un sondage qui n'est rien qu'en anglais, mettons, où on a des sondages qui nous demandent de quantifier des choses qui sont bien trop intangibles. Alors, finalement, la collision pourrait être au sein de soi-même ou avec d'autres communautés. Donc, pendant qu'on fait ces travaux, vous allez peut-être vous retrouver à l'épuisement ou bien arriver à des points de colère. Et ça donc aurait un impact profond émotionnellement sur sa propre personne. Il y aura donc des affrontements. Alors, comment réagissons-nous à ces confrontations, ces affrontements? Alors, donc, la première chose, c'est d'être à l'écoute, de changer quand c'est possible, si c'est nécessaire, et de vraiment entendre ce que les autres ont à dire. Nous avons fait ainsi. Nous avons pu, par exemple, ajouter un modèle à notre campagne qui portait une hijab noire et qui ça nous permettait donc d'intégrer la notion d'islamophobie lorsqu'on parle de racisme contre les gens de différentes races. Ça veut dire qu'il faut approfondir le travail qu'on fait et d'être à l'écoute d'autrui et de faire des excuses également si il y a quelque chose si vous avez fait quelque chose qui aurait vraiment heurté autrui. Quand vous êtes en train d'écouter, et là j'ai ajouté cette citation de Lynette Outal qui dit quelque chose de très important sur l'écoute, parce que elle s'inquiétait particulièrement de ce qu'elle appelle justement ces signes polis de tête, mais silencieux. Les gens qui sont désireux d'entendre, qui s'appellent des alliés, qui veulent bien écouter, mais qui, selon elle, finalement, n'écoutent pas vraiment. Alors voilà ce qu'elle a dit. Quand je parle, j'en ai assez que les gens me fassent signe poliment de la tête, les gens qui m'indiquent qu'ils m'entendent, mais ça ne me dit pas qu'ils sont vraiment à mon écoute. Je suis là à ce que mes mots sont entendus, mais ils n'ont pas été pris en compte, donc c'est autant que ne pas les avoir dit. Donc ils ne sont pas intégrés, pris en compte dans la conversation. Alors, si on écoute, mais qu'on ne fait rien de ce qui est dit par ce message reçu, donc c'est comme si on avait en fait rien écouté. Donc, l'écoute n'est pas un acte de spectacle, il s'agirait vraiment intégrer, absorber, réagir et changer à partir de ce qu'on a entendu. Alors, quand j'utilise justement comment utiliser la colère, là, je dois en parler un peu de ça aussi. Ça vient de Audre Lorde qui a écrit un essai très court que je vous recommande beaucoup de le lire parce que Lorde dit se mettre en colère pendant ce type de travail, on s'y attend. Parfois, on a peur mais, de cette colère et on pense que ce n'est pas adéquat.
Mais la colère, en fait, est nécessaire quand on parle de choses très difficiles, malaisées, et que cette colère va nous propulser à aller, continuer à aller de l'avant. Donc, il s'agit de renverser, si vous voulez, le sablier, plutôt que de dire calmons-nous, ne soyons pas tant en colère. Non, utilisez, canalisez plutôt cette colère pour aller de l'avant, pour faire progresser vos efforts, vos initiatives. Prochaine diapo. Donc, la dernière diapo, le dernier point, pardon, la coalition, la relation de confiance. Alors, tout ceci, c'est donc évident qu'on ne peut pas travailler seul. Alors, une des choses, quand j'ai fait cette recherche sur les éléments juridiques, je le faisais seul, c'était bien trop. Quand on parle de la capacité que j'avais de rassembler toutes les composantes de cette étude. Donc, pour le suivi de cette recherche, la transition vers les éléments juridiques, nous avons inclus dans cette demande de financement qu'il y ait quelqu'un qui puisse rédiger les procès-verbaux, les notes, la transcription, etc. Et ceci va donc assouplir un peu ce travail. Donc, il s'agit de comprendre, même à l'étape de la demande de subvention, que vous incluez toutes les compétences qu'il faut et que vous demandiez l'aide qui est nécessaire. Quand établir des liens, c'est au cœur de tout ça. Mais on ne peut pas. S'il nous faut demander de l'aide et de l'appui, nous devons avoir ces liens établis, de voir ces gens, ces ressources auxquelles on peut faire appel. Et il faut donc commencer à créer un climat de confiance. Et ça veut dire que nous devons communiquer avec les gens, mais aussi vérifier avec les communautés lorsque quelque chose se produit dans le monde qui pourrait, selon nous, affecter directement ou indirectement une communauté donnée. Demandez-leur comment ça va, participez à leurs événements. Si vous voulez que les gens viennent à vos événements que vous organisez, vous voulez participer à des sondages, soyez présents à leurs activités, écoutez-les pour qu'ils puissent vous voir, qu'ils vous voient tout le temps. Alors ils savent que vous êtes vraiment auprès d'eux, vous êtes vraiment dans cette proximité. Vous ne êtes pas simplement en train de prendre, d'extraire, mais vous êtes en train également de donner dans le cadre de ces liens-là. Donc, donnez importance au temps que les gens vous consacrent, écoutez-les, soyez à leur écoute, très important. Alors, quand on parle de ce rapport sur le racisme, une des collisions qui s'est produite dès le départ, c'est que ce qui est intéressant, en fait, nous n'y avons pas, nous ne étions pas attendus, c'est que nous avions pensé gérer ce projet à l'interne. Il y avait plusieurs gens à travailler sur ce sondage, mais à un moment donné, lorsque nous avons introduit l'équipe des chercheurs externes que nous avions, nous nous sommes assurés qu'il y avait des personnes, donc c'était des chercheurs dirigés par des personnes de couleur en train de compiler les données que nous avions. Ces personnes n'étaient pas là au début du processus. Donc, ils travaillaient traitaient des questions du sondage qui n'est pas des questions qu'elles avaient elles-mêmes. Ces personnes étaient aidées à créer ou sur lesquelles elles avaient été consultées. Donc, ça a rendu les choses plus difficiles parce qu'il y avait des questions qui étaient malaisées pour elles. Donc, nous avons dû avoir des débats vraiment soutenus. Nous avons donc admettre que nous aurions dû les consulter dès le départ et faire en sorte qu'ils aient participé depuis le début jusqu'à la fin. Mais ça aussi, ça voulait dire que c'est vraiment important et parfois difficile, ces débats-là, ces points délicats, alors que nous étions en mi-étape de rédiger un rapport. Mais à la fin, finalement, ça a été utile. Pourquoi que nous sommes arrivés sur la même longueur d'onde? Parce qu'on a pu comprendre justement les démarches de tout un chacun, les concepts derrière, les pensées de tout un chacun, la communauté. Parce qu'au début, nous n'avions pas le financement pour traduire, nous n'avions pas imaginé qu'il y aurait tant de gens à répondre. On a pensé peut-être une centaine, puis 900 ont répondu. Puis on s'est dit, wow, on a 900, nous ne pouvons pas traiter, compiler tout ça. Donc, il y a c'est ainsi qu'on tire le son à travers toutes ces étapes pour arriver à la fin à un rapport vraiment excellent ensemble. Mais parfois, cette coalition doit justement surmonter ces écueils-là et réfléchir, s'asseoir et dire, ah, pourquoi nous ne l'avons pas contacté avant, comment le processus va se dérouler et comment aller de l'avant à partir de là. Prochaine diapo. Alors, prenez le temps qu'il faut pour le processus, pour la communauté, à consacrer aussi à soi. Et pour ceux d'entre nous,
Là, je vois le temps qui me reste, justement. Donc, pour ceux d'entre nous qui vont se considérer des alliés de race blanche, des complices, des perturbateurs, quel que soit le terme que vous voulez utiliser, ce qui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, ce qui est vraiment important, c'est ces trois choses-là. Nous devons continuer à faire en sorte de faire entendre les voix dignes d'équité. Mais nous ne devons pas s'attendre à ce qu'elles soient représentent ou fassent le travail à notre place. Donc nous devons bâtir le climat de confiance, bâtir les liens. Les gens se fatiguent vraiment constamment de donner leur avis, de partager leurs expériences, leur vécu. Donc parfois ils vont vous dire non. Et ça, c'est tout à fait acceptable. Parfois, ils vont dire, je suis vraiment trop fatigué, je ne veux pas encore vous raconter ça. Ça veut dire qu'il faut trouver de l'information ailleurs. Donc, il vous faut. Il y a pas mal d'informations de données que nous connaissons déjà. Nous devons être justement ces perturbateurs d'une façon établie de faire les choses. Mais ceci faisant, si vous êtes comme moi, de race blanche, vous ne devrez pas intervenir dans ce type de perturbation et savoir, dans ces travaux-là, et savoir quand vous prendre un certain recul. Vous devez également rétablir quand faire le travail, même s'il n'est pas reconnu. Ou il y a du scepticisme dans certaines communautés. Pour ce qui est des travaux qui ont l'air d'être simplement faits pour le fait d'être faits par des gens de race blanche. Et ça, ils ont raison sur ce point-là. Donc, faites le travail qui est nécessaire parce que c'est la chose à faire, plutôt que de faire le travail nécessaire pour en tirer un hommage quelconque. Alors, la prochaine diapositive. Donc là, à travers tout ceci, je vous ai donné des questions sur lesquelles statuer pour elles puissent se relier aux travaux dont je viens de vous parler. Et là, il y a trois questions vraiment pour lancer cette réflexion. Il y en a bien plus de questions qu'on pourrait poser. Et certaines des questions que j'ai donc préparées pour vous, ce sont ces trois-là en fait. Comment pouvons-nous changer les inégalités systémiques tout en comptant généralement sur ces systèmes pour d'autres choses? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une question difficile. Il n'y aura peut-être pas une réponse claire et nette, mais il faut toujours se poser quand même cette question. Comment pouvons-nous arriver au changement, à effectuer des changements dans ces inégalités à travers les travaux que nous faisons, tout en étant partie prenante justement des 10 systèmes? Une autre question, si vous n'avez pas suffisamment de fonds ou de capacités pour réaliser un projet, que feriez-vous alors? Allez-vous continuer pour faire en sorte que les choses fonctionnent ou vous allez tout simplement mettre un holà et attendre? Donc voilà le type de décision également qui touche tous nos travaux. Parfois, oui, nous devons prendre la décision de est-ce qu'il faut poursuivre ou non, comme on a fait dans le cadre du sondage, parce que nous avons pensé que c'était nécessaire dans nos communautés qu'il y ait des données pour ces communautés, mais qu'ils puissent aussi comprendre que ces données seraient publiées et que c'est pour les personnes anglophones, cette donnée pourrait être un petit peu biaisée et de comprendre qu'est-ce que ça voudrait dire. Et je pourrais dire maintenant en rétrospective qu'on aimerait refaire ce sondage dans le futur. Et cette fois-ci, ce sera un petit peu plus court et bien entendu en différentes langues. Donc à ce moment-là, on pourra rééquilibrer. Parce que c'était très long, 20 minutes en fait, pour quelqu'un à remplir tous ces formulaires. Donc faire en sorte qu'il soit plus direct, ce sondage, et qu'il soit également plus facile à ce moment-là de le traduire. Ça, ce serait la démarche que j'utiliserai la prochaine fois, sûrement. Mais ça prend cette première expérience pour arriver à déterminer cela pour la suite. Et parfois, il faut tout simplement décider, oui, non, en fait, je ne peux pas arriver à le faire comme je voudrais le faire. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il faut que j'attende, voir si je peux obtenir plus de financement ou bien comment rejoindre des membres de tel ou tel membre de telle communauté pour établir ensemble le bon moment, le moment propice pour cette initiative et quand on aura justement la capacité de bien faire les choses. Et finalement, comment rejoindre les gens?
qui sont importantes pour que ce travail s'accomplisse, mais qui pourraient être en même temps débordées de leur côté. Ça, j'y réfléchis beaucoup, parce qu'on finit par se retrouver à être toujours à faire appel aux mêmes personnes qui souvent sont là, présentes, qui peut-être elles aussi sont au bord de l'épuisement parce qu'elles en font trop et doivent prendre un certain recul. Donc ça aussi nous montre que nous devons constamment faire en sorte que nous puissions augmenter le nombre de gens présents à cette table, étendre le champ de manière que quand un partenaire se détache, pour que nous comprenions les raisons et que nous puissions à ce moment nous tourner vers d'autres personnes. Donc, ce type de travail que nous faisons à travers le PLI, demande de toujours réfléchir à ça. Oui, on met l'accent sur nos partenaires actuels, on fait du bon travail, oui, mais nous devons toujours réfléchir à, et il faudra peut-être recruter d'autres personnes, et ou bien parce qu'il y a des personnes qui vont devoir peut-être se détacher de ces conversations. Donc, c'est la même chose quand on réfléchit au comité d'inéquité, justement. Nous devons faire attention à ne pas bouleverser ou en leur demander trop à ces communautés et de continuer à leur dire, écoutez, je veux votre avis sur telle chose et le mois prochain, votre avis sur telle autre chose. Donc, nous devons nous assurer, quand on établit le climat de confiance, je vais vous impartir de quelque chose là, nous devons faire en sorte que les autres tirent quelque chose de leur implication, que ce soit une rémunération, donc que les choses soient bien claires, ou pour que ce soit pertinent pour eux, mais pas simplement une rémunération, mais simplement leur démontrer les résultats, pour leur montrer que voilà, les résultats, nous les partageons. Ou quand c'est un événement, c'est pas un événement qui va se produire rien qu'une fois, non, on va continuer. Il y aura une suite, comme si c'était un événement, et que les choses vont se poursuivre comme si cet événement ne s'était jamais produit. Donc, quand vous faites de la recherche, vous demandez leurs avis et que vous continuez de votre côté, vous continuez de tirer parti de ça, d'approfondir vos connaissances et vous continuez d'approfondir également votre engagement. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Au départ, j'étais un petit peu dans la crainte de dépasser le moment qui m'est alloué. Alors voilà, j'ai en fait bien respecté l'horaire et ce qui est formidable parce que ça me permet d'entendre vos avis à vous. Et je pense que c'est vraiment ce qui est important et intéressant dans ces événements-là, c'est d'écouter, d'entendre les questions. Alors n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions dans cette rencontre. N'hésitez pas à poser des questions, mais s'il y a quelque chose de bien précis qui vous intéresse sur un de ces projets-là, en plus de détails, n'hésitez pas. Envoyez-moi un courriel ou bien retrouvez-moi en ligne. Je peux également, je ne pense pas que mon numéro de téléphone est là, mais je peux ajouter le numéro de téléphone dans la boîte de discussion. Donc, n'hésitez pas à me contacter et on poursuivra le dialogue. Merci, merci beaucoup et je reçois volontiers vos questions. Je vois une question dans la boîte de discussion. Le PLI de Victoria existe depuis quand? Alors, ça fait un peu plus que 2 ans que je suis dans ce poste, mais avant moi, je pense que le PLI a commencé en 2016-2017, ici dans la région de Victoria, de la Grande Victoria. ICA a eu le contrat, mais au début, c'était un poste à temps partiel. Et c'était quelque peu, quand j'ai commencé, ce n'était pas très actif. C'était la partie naturelle du PLI. Alors, mon travail consistait aussi à remobiliser les partenaires. Alors, le travail en soi existe depuis 2 ans et demi, mais il y avait déjà du travail au préalable il y a quelques années. Je vois une autre question. Si nous avons participé ou mobilisé les communautés autochtones. Oui, en fait, il y a le directeur général de Indigenous Perspective Societies siège à une de mes tables. Ça, c'est un exemple spécifique où je me préoccupe parfois que je peux être en train de
surchargé un peu avec du travail. Donc, l'un de mes projets, c'est d'essayer de faire en sorte que plus de participants autochtones soient en mesure de participer pour que ce n'est pas juste elles. Chez ICA, nous sommes en train de mettre sur pied un projet multi-année qui cherche à mobiliser les connaissances autochtones, l'histoire, que cela soit partie intégrale de notre organisation de prestation de services aux immigrants. Et ma directrice en est responsable. Alors, si quelqu'un est intéressé par cela, nous avions eu des consultants, etc., et tout un processus de rétroaction. Et sur cette analyse, nous passons par les étapes maintenant pour remplir les vides. Et c'était un processus très valorisant par tous, chacun au sein du ICA Victoria. Donc, je pourrais vous mettre en contact avec quelqu'un chez ICA qui a participé depuis le début, parce que je le recommande fortement. Il y a une autre question. Quelque chose que j'ai remarqué, est-ce que le rapport sur le sondage du racisme, qui a commencé tout petit, mais cela a rapidement dépassé notre capacité. Nous avons finalement publié le rapport tous ensemble et nous avons, disons, dépassé les limitations. Et ce rapport, je crois, est très utile. On nous demande d'en parler. Récemment, on m'a demandé de parler des résultats dans le cadre de l'éducation à l'Université de Victoria, à plusieurs membres du personnel. Et donc, nous avons eu des beaux commentaires. Donc, les gens commencent à y réfléchir. Nous avons trouvé, par exemple, que 71% des personnes racisées disent vivre le racisme ici. Donc, c'est la majorité qui ont eu cette expérience au sein du travail. C'est là où ça se passe plus fréquemment, mais les gens n'en parlent presque jamais, pour toutes sortes de raisons. Ils ne veulent pas mettre en risque, en péril leur travail, etc. Ou être vus comme des perturbatrices ou perturbateurs. Mais d'autres organismes commencent à en parler ou incluent ces résultats dans leurs publications et s'approchent de nous pour savoir quoi faire. Donc, c'est une belle expérience de voir que cela vraiment a un impact dans cette collectivité. Alors, le temps est limité pour les questions, mais nous aurons 30 minutes pour une discussion ouverte à la fin de la présentation de Mariam. Alors, Mariam, je t'invite à prendre le micro. Et Thomas, si tu pourrais partager sa présentation. Donc, Mariam va nous parler d'un projet que le PLI de Surrey a complété dernièrement. Et alors, allez-y, vas-y. Merci beaucoup, Jean-Dirima. Donc, bonjour. Je suis tellement nerveuse et émue d'être ici avec vous. Excusez-moi d'avance si je commets une erreur. Je suis un peu nerveuse. Merci, Florentien. C'était très inspirant. J'ai tellement de questions pour toi à la fin également. J'ai adoré les citations. L'un des concepts et des valeurs que tu as mentionnés vont faire écho pendant ma présentation. Merci d'avoir partagé ton expérience. Donc, aujourd'hui, je vais parler de honorer, mobiliser et établir des relations de réciprocité et les voies vers une relation plus profonde de filiation.
Donc, cela ressemble en quelque sorte à la présentation que j'ai donnée l'an passé à P2P. Mais AMSA m'a donné cette occasion de revenir et parler davantage en détail de ce travail. Donc, parler des cadres et donner des exemples pratico-pratiques. Et j'espère pouvoir en partager avec vous aujourd'hui. Je ne suis pas une experte et j'espère qu'en partageant nos échecs et nos succès, que cela va vous aider. Et vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de ce processus, même si ce sont des commentaires que d'être d'accord ou pas en d'accord, pouvez-vous parler davantage de ceci ou de cela. Je ne vous vois pas, donc vous pouvez poser les questions dans la fonction chat, par exemple. Prochaine diapo. J'aimerais commencer aujourd'hui en mentionnant que je suis sur la terre traditionnelle non cédée et volée des peuples salish de la côte, y compris Coquitlam, Squamish, Musqueam et Tsleil-Waututh. Aujourd'hui, en reconnaissant les territoires non cédés et volés, je veux montrer mon respect et mon gratitude pour les terres où on habite. Cela montre, en cherchant la vérité et on cherche à mettre en œuvre les appels d'action de la Commission de la vérité. C'est important qu'on bâtit des relations avec les membres des collectivités de Premières Nations. Prochaine diapo. Alors, pour en parler un peu de moi-même, je m'appelle Mariam Belgramé. J'utilise le pronom elle. Je suis une Canadienne d'origine pakistanaise. J'ai récemment accepté le poste de directrice principale chez Innovation, Engagement et Mobilisation, IEA. Je cherche une gestionnaire de projet présentement pour le PLI de Surrey. Merci beaucoup, Carolina. J'adore les voyages, le yoga, les plantes, l'alimentation et ma famille. Je veux vous donner une perspective humaine de qui je suis. Tout comme c'est important que moi, je me connaisse à moi-même avant de commencer ce travail. Je suis également une invitée et une colonne sur ces terres et je cherche à comprendre et vocaliser les préjudices du passé avec un engagement pour aller de l'avant en partenariat avec les Premières Nations dans une collaboration de tout respect. C'est surtout important lorsqu'on parle de bâtir des relations et le dialogue avec les nouveaux arrivants et les peuples de Premières Nations. Mais je n'ai pas connu ça en entrant dans ce poste. Il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de corrections au fur et à mesure. Pour vous en donner un exemple, lorsque j'ai acheté une maison, je disais que maintenant je suis propriétaire d'une maison. Mais on m'a mentionné que ce n'est pas le bon terme. Je suis un titulaire artificiel parce que j'ai acheté cette maison de quelqu'un qui n'a même pas la permission de vendre parce que la terre, le territoire ne lui appartient pas. Donc, il faut comprendre notre pertinence et identité aux endroits, aux espaces où on se trouve. Alors, j'aimerais commencer aujourd'hui en partageant cette citation incroyable de Michael Kelly Gabriel, qui est un ambassadeur culturel Kwantlen, et elle nous a prêté ces mots, ces beaux mots pour ce guide pour les nouveaux arrivants de Surrey, des Premières Nations de Surrey. Donc, comme a dit Michael Kelly, nous commençons nos rassemblements par une chanson afin de remercier nos invités de s'être déplacés
à notre cérémonie. Ce chant inaugural remplit aussi une autre fonction. Il vise à que les invités se sentent bien enracinés, afin que nous puissions travailler tous d'un seul cœur, tous ensemble. Dans notre langue, le mot représente cette coutume et le mot Sredmot, ce qui veut dire travailler avec un seul esprit pour le bien de tous. Comment tout cela a commencé? J'ai commencé avec le PLI de Surrey en 2020. Voici la théorie du changement et le modèle logique qui a été présenté au tout début du projet. Donc, selon l'activité proposée de rapprocher des communautés autochtones locales et des nouveaux arrivants, on visait des tables rondes et les résultats, on aurait 2 tables rondes avec les nouveaux arrivants et les peuples de Premières Nations, et nous avons le New People's Guide, le guide des Premières Nations pour les nouveaux arrivants, et nous travaillons actuellement cette année sur une stratégie de réconciliation active. En rapport avec cela, ce sont des résultats immédiats. Nous avons proposé que ce serait des liens, créer des liens entre les fournisseurs de services d'établissement, les communautés locales et des Premières Nations. Et les résultats intermédiaires, entre 3 et 5 ans, nous espérions que les nouveaux arrivants, les communautés locales des Premières Nations et la communauté autochtone urbaine de Surrey aient des relations respectives, constructives et respectueuses. Donc, c'était des suppositions que nous faisions au moment où notre organisation n'avait même pas le contrat pour le PLI de Surrey. C'était des projections que nous faisions à l'époque. Comment l'avons-nous fait? Comment avons-nous procédé? Voici l'un des diapos qui est repris du P2P, mais je l'utilise ici parce que c'était l'un des facteurs, l'un des apprentissages principaux. Comment cultiver des lieux sûrs? Comment assurer que ce travail est approché par une perspective de décolonisation? Et je suis prêt à admettre lorsque je me trompe, et quelqu'un a fait un commentaire après la présentation. Nous l'avons bien aimé, votre présentation, mais comment avez-vous fait ça? Donc, comment avons-nous réussi cette première étape? Comment? Donc, nous avons cherché intentionnellement des partenaires autochtones locaux. Mais avant cela, nous avons pris une marche en arrière et nous avons réfléchi. Et en disant nous, je parle du gestionnaire du PLI local, mais des membres du conseil du Surrey et d'autres participants, que ce soit des gens basés sur la communauté ou les parties prenantes. Et on a parlé de notre rôle. Qui suis-je? Pourquoi faisons-nous ce travail? Qu'est-ce que je devrais prendre en compte lorsque je passe dans ces espaces, lorsque je fais des demandes, la consultation, l'engagement? Qui suis-je? D'où je viens? Et c'est important également qu'on comprenne l'histoire canadienne en général, mais l'histoire locale également, celle qui est basée sur la terre, et reconnaître les expériences qui ont formulé ce contexte, ce cadre social. Et nous avons compris également, avant que ce travail commence, il fallait établir les espaces d'écoute éthique. Donc, nous avons assuré de chercher et de rapporter ce que nous avons appris à partir de ces engagements et ces consultations-là. Donc, chercher les partenaires et nous avons essayé de créer un processus consultatif valable. Donc, depuis le point, lorsque nous, avant de même de chercher le financement, nous nous approchions aux partenaires pour leur demander leurs priorités, la rémunération, comment devrait cela être mis en place. Et nous avons réfléchi et on a fait des changements constamment.
Nous avons assuré aussi que c'était une approche de compréhension et non seulement poser la question parce qu'on veut la réponse. Parce qu'à cause des rapports qu'on est obligé de donner, parfois, passe d'une relation mutuelle au donnez-moi cela, mais on ne fait rien avec. Ça reste un document, un rapport. Mais nous avons appris donc à faire le boucle après les consultations et nous notons aussi lorsque nous ne le faisons pas. Donc là, pour voir où le système à l'interne ne fonctionne pas. Donc, vivre des expériences non traditionnelles dans l'éducation et on devrait comprendre que ces approches de décolonisation est nouvelle. Ça doit faire partie de notre travail au quotidien et nous devrions y faire des réflexions assez souvent et nous devons accepter que les choses ne vont pas toujours fonctionner comme prévu. Et cela est un fait lorsqu'il y a des limitations, des échéances pour dépenser de l'argent. Ça peut créer un espace très compliqué où on essaie de satisfaire le système, mais tout en faisant ce que nous nous sommes engagés à faire, en fait, tout en respectant les valeurs et les principes de base. Donc, ne pas s'attendre d'entrer à un certain résultat ou échéancier. Et moi, je l'avais imprimé et je l'ai sur mon bureau parce que nous avons certaines limitations, certaines constructions, des échéanciers, etc. Mais lorsque nous cherchons des relations éthiques, respectueuses avec qui on consulte, et on annonce qu'il s'agit d'un engagement collaboratif basé sur le respect et prendre en compte les expériences vécues des autres personnes, il faut comprendre dès le départ que cela ne va pas nécessairement suivre un certain modèle ou une certaine attente. Comment avons-nous fait? Donc, nous sommes adressés aux personnes auxquelles ces initiatives étaient destinées. Donc, nous avons élaboré les initiatives ensemble. Nous avons proposé les initiatives ensemble, même la rémunération. Nous avons des discussions très ouvertes et nous essayons d'être tout à fait clairs et transparents. Pourquoi on faisait cela? Et nous avons appris que le temps est crucial pour créer ces liens. Il fallait allouer suffisamment de temps pour les consultations et aussi pour des itérations et apporter les modifications. Donc, il fallait que cela soit intégré dans les propositions. Alors, toute initiative future, nous allons établir un certain temps pour tout cela. Et les résultats sont itératifs. Et il est clair que ce que nous offrons est basé sur les commentaires et les rétroactions. Donc, nous n'annonçons pas que vous aurez ABC comme résultat, sinon nous allons consulter, collaborer. Il y aura la itération et par la suite, vous aurez les résultats en conséquence. C'est comme ça que nous bâtissons la confiance et des vrais partenariats. Vu le travail que nous avons fait depuis 1 an et demi, vous verrez que le financement que nous recevons montre aux partenaires qu'ils peuvent nous faire confiance. Et tout ce que nous avons annoncé faire, nous l'avons fait. Et nous sommes restés ouverts au changement et les partenaires ont fait du même. Lorsqu'il y a certaines restrictions, certaines limitations, comme existent dans des secteurs, c'est bien compris. C'est très important ce que j'avais mentionné de l'importance de résoudre le bon problème et pas nécessairement celui qui est financé. Si c'est un élément nouveau, intéressant, pardon, comme nous n'allons pas être là pour financer, il y a le son, on a
Je reviendrai à votre question. On parlait d'assurer qu'on résout le bon problème, pas celui qui est financé ou supposé. Il est question de dire collectivement en tant que secteur, voilà ce qui est financé actuellement, mais voilà ce que la communauté est en train de dire en tant que besoin. Donc, nous voulons que nos portefeuilles croissent, pardon, mais il faut que le travail reflète les besoins émergents. Donc, je vais vous faire part rapidement de c'est quoi la conception basée sur une conception fondée sur l'équité. Donc, cette conception axée sur l'équité veut dire qu'on inclut les collectivités minoritaires pendant tout le processus et on s'assure que leur voix puisse être là dans la conception. Ce n'est pas au hasard, mais c'est avec l'intention. Donc, cette définition nous dit que depuis le départ, on s'approche de ces collectivités. On ne commence pas avec des suppositions. On a des échanges, des discussions, et selon ce que eux nous disent, on s'assure que toute initiative ou projet financé est dirigé par ces collectivités, alimenté par ces collectivités, qu'elles sont rémunérées et reçoivent un bénéfice. Selon la recherche, commencer tôt et lentement est un indicateur d'un succès à l'avenir, parce que cela change le processus en le transformant plutôt à un partenariat de confiance. Et cette partie de consultation passe à ser une vraie collaboration. Donc, l'importance de passer de la consultation à la collaboration facilite une prise de décision et ajoute la fatigue des consultations est une réalité et constamment demander, nous avons besoin de cette information-ci et ça peut provoquer une certaine fatigue et lorsque le partenariat n'est pas bien établi ou ce n'est pas respectueux et réciproque, donc on ne peut pas s'attendre au bon résultat. Et je voudrais ajouter ici également que apprendre que tout est un système nous permet de voir le tout d'une autre perspective. Par exemple, moi, je ne le comprenais pas au départ, même les éléments de ma vie personnelle. Maintenant, oui. Et ça peut causer un certain malaise, mais il faut poser ces questions-là. À qui cela bénéficie ou pas, ça ne bénéficie pas? Qui est autour de la table? Donc, il faudrait poser ces questions-là dans le cadre de considérer que le tout est un système. Et alors, cela prend du sens. Étape 3, intégrer le respect, et la justice. Je sais qu'incorporer ces éléments-là, c'est quelque chose que nous apportons à notre travail de tous les jours. Et si on peut passer à la prochaine diapo, je vais vous parler de comment nous le faisons au PLI de Surrey actuellement. Principalement, c'est le respect éclairé, le consentement éclairé. Donc, voilà ce que nous proposons. Ça, c'est le bailleur de fonds. Voilà la raison que c'est financé. Et nous espérons que nous allons pouvoir réussir. Ça, c'est le résultat que nous avons promis aux bailleurs de fonds. Donc, nous montrons dès le départ jusqu'à la fin qu'est-ce que c'est, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et en faisant cela, nous cherchons le consentement éclairé
Et comme Florentien l'avait mentionné, donc nous essayons d'employer un langage qui n'est pas celui du bailleur du fonds, mais plutôt que dans un contexte de communication avec ces intervenants-là. Donc, le respect mutuel, comprendre que les gens ont des identités et cultures distinctes, même dans une seule collectivité. Et moi, je suis toujours en train de l'apprendre. Respect pour les coutumes, comprendre qu'il y a des liens entre les êtres humains, leur culture et leurs identités intergénérationnelles. Et l'équilibre du pouvoir et le préjudice involontaire. Quand je parle de ces deux éléments-là, c'est quelque chose qui me touche à tous les jours. Il faut comprendre le pouvoir. Le fait que je suis en train de vous adresser, il y a un déséquilibre du pouvoir. Beaucoup d'entre vous auraient plus de connaissances que moi, mais il y a une supposition que moi, je suis l'experte parce que je suis celle qui parle. Donc, imaginez d'autres contextes dans ces pratiques de consultation et c'est vous qui facilitez la consultation. Il y a ce déséquilibre de pouvoir. La première chose à faire, c'est de le reconnaître que cela existe et chercher des conseils. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ce déséquilibre? Comment dépasser ce déséquilibre du pouvoir? Le fait de ne pas être invité à la table, notre conseil à Surrey, je ne suis plus invité à ces réunions. C'est par invitation. Donc, eux, ils se rencontrent et lorsqu'il y a des questions pour moi, on me les pose, on m'invite à ce moment-là. Donc, ce déséquilibre du pouvoir est important, mais aussi comprendre le préjudice involontaire. Je suis toujours en train d'apprendre, mais dans le cas des peuples autochtones, il y a tellement d'abus, de mauvais traitements dans le passé qu'il y a eu de la misappropriation des champs, des artefacts, la croyance que ces connaissances-là sont superstitieuses. On n'a pas partagé les données non plus et partagé les résultats de façon utile. On a mal représenté et stigmatisé des collectivités tout entières. Donc, il peut y avoir des préjudices involontaires par le travail que nous faisons. Et pour nous, il fallait s'assurer de ne pas perpétuer les stéréotypes basés sur l'interprétation des colonisateurs. Prochaine diapo. Donc, la collaboration mutuelle, réciproque et collaborative. On va aller à la prochaine diapo. Alors, comment arriver à cela? Vous savez, ça semble simple, c'est 4-5 points, mais je vous le dis, je promets que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il vous faut, de quoi avez-vous besoin, une fois, il faut le poser, ce modèle-là, chaque fois. Qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui manque, parce qu'il y a une différence entre ce que vous voulez et qu'est-ce qui manque. Donc, je pense qu'à partir de cette étape, on peut aller au-delà des besoins, des désirs, des souhaits. Donc, même si on aura rempli le besoin donné, il faut aller au-delà de cela parce que la communauté peut nous dire, voilà, nous avons besoin de ceci, mais nous voudrions également cela. Donc, on devrait toujours poser cette question. Comment le travail que nous faisons vous apporte un avantage ou un bénéfice quelconque à votre communauté? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre et qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre? Donc, Florentine l'a bien dit.
rémunérés, que ce soit à travers de l'argent, ça ne doit pas nécessairement être à travers monétairement, mais s'assurer qu'on puisse donner, remettre le pouvoir entre mains et le pouvoir de capacité de prendre des décisions aux mains de ces personnes. Donc, il s'agit de faire également la prise de décision à travers la consultation, le processus d'engagement, d'implication. Donc, par exemple, quand converser avec les personnes, vous savez ce que vous faites là est très bien, quelle est votre position sur telle ou telle chose, voir également s'il y a du financement possible pour mettre en place des gens qui vont donc faire partie des conseils consultatifs, que ce soit pour à temps plein ou bien tout simplement comme un groupe qui n'interviendra que quand et où. Donc, la communauté devrait participer, devrait donc bénéficier à ce à quoi elle participe à travers différents dialogues, qu'il s'agisse de formation, de recrutement local, donc les reconnaître et également partager les résultats, c'est important. Donc tout ceci est essentiel. Chercher ce qui est pertinent et conserver également, c'est-à-dire préserver cette notion de reproduire les choses quand c'est nécessaire. Donc, je ne le dirai jamais assez, quand on garde ce principe de poursuivre, faire pérenniser ce qui marche. Donc, quand on dit, plutôt que de dire aux gens, voilà, telles sont les choses, telles qu'elles sont, en noir sur blanc, ce n'est plus la façon dont nous allons procéder, à faire nos travaux, puisque c'est inefficace et ça ne reflète pas justement les avenues, les opinions de tous. J'ai comme l'impression que je vous en dis beaucoup, mais on va passer à la prochaine diapo. Rendre hommage aux pratiques, aux façons de faire des autres. Comment y arriver? Vous savez, demander tout simplement. La meilleure façon de procéder, c'est de poser la question et d'être vulnérable, de ne pas avoir peur de poser toutes les questions. Parce que j'ai, moi, pour ma part, posé pas mal de questions erronées à cause du travail que nous faisons pour créer des liens avec nos partenaires. Ils savent quelle est mon intention et ils se sont sentis assez à l'aise pour m'interpeller quand il le fallait et pour me faire savoir quand j'étais dans l'erreur ou non. Et comment j'y ai réagi? À l'intérieur, peut-être que je me sentais très coupable, très embarrassée, mais à l'extérieur, je me suis assurée de les remercier pour ce qu'ils m'ont dit. Et en réfléchissant ensuite, parce que je me dis, oui, mais en fait, j'étais dans l'erreur et maintenant, je peux rectifier ça. Donc, et ensuite, en parler avec mes collègues, mes pairs, partager cette expérience-là. Parce qu'il y a tant de choses dans lesquelles nous pouvons faire de l'erreur ou ne devrait pas faire du tout, mais il faut aller au-delà de cela. Et donc, ne pas hésiter à demander, poser la question. Ça prend du temps et on sait que reconnaître, comprendre, apprécier les différences, ce n'est pas quelque chose qui nous vient facilement parce que on a toujours entendu dire que nous sommes tous pareils, mais c'est pas vrai, on n'est pas tous pareils et c'est les différences qui déterminent qui nous sommes en fait. Donc, et le dernier point, c'est que ne profitez pas de la résistance, de l'endurance, parce que ce mot-là est utilisé un petit peu comme passe-partout, mais soyez résilients, soyez de l'endurance, ça veut dire qu'il faut avoir traversé des choses, une épreuve énorme pour être arrivé à cela. Non, on ne doit pas profiter justement de l'endurance d'autres. Ce n'est pas cela à quoi on doit s'attendre des communautés, à dire, ah, elles sont tellement résilientes, tellement endurantes. Non, on doit simplement comprendre que ça ne devrait pas, cette endurance, ça ne devrait pas avoir lieu tout court. Donc, nous devons cesser d'utiliser cette endurance-là, ce terme-là ou ce concept pour soi, tel quel. Donc, prochaine diapo. Partager, communiquer, explorer. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine diapo? Alors, comment y arriver? Donc, une des façons de faire que nous avons adoptées, au fait que nous faisons plutôt, toutes les fois que nous créons des liens, quelle que soit la communauté, c'est que nous travaillons ensemble pour développer ensemble un cadre d'entente, de communication, d'établir ce lien. Et ça veut dire que sur papier, ce qu'on attend de ce lien qu'on va créer entre nous.
Ça peut être 5 points, ça n'a pas être un document élaboré, mais quand on prend le temps et l'effort de dialoguer là-dessus, sur ce lien-là qu'on veut créer, et ce qu'on peut, on voudrait, on anticipe accomplir à cela, et qu'on peut revenir à pouvoir établir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Ce sont des termes de référence donc, qui vous permettent d'étudier ce lien-là, cette relation que vous bâtissez avec les partenaires. Et ça revient peut-être à cet élément, l'objectif de ce lien, quels sont les éléments en place et que faire si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Donc c'est important d'en discuter également. Comment traiter des situations de ce genre si elles surviennent et pouvoir s'assurer que les gens avec lesquels vous travaillez se sentent assez à l'aise pour vous poser la question qui est le finance, qui produit le bailleur de fonds et pourquoi, qu'est-ce qu'ils attendent de cela et pourquoi c'est quelque chose pour lequel on n'a que tel ou tel financement. Et vous devez pouvoir répondre à ces questions. Alors, oui, j'ai oublié ma propre diapo là. Qui donc puise tant et avec quel degré de responsabilité? Ça aussi, c'est important. Il faut rester, respecter la vérité dans ce cadre-là parce que oui, c'est ce que vous demandez à ce cadre d'être votre feuille de route. Ce n'est rien que cela, une sorte d'itinéraire. Mais dans la relation, il faut être ouverte au changement parce que les choses vont évoluer autour de vous et parfois vous n'aurez pas le choix, comme vous allez voir dans la diapo suivante. Il nous a fallu donc revenir en arrière et changer pas mal de choses. Donc, comme je l'ai mentionné, la transparence aussi est essentielle. En fait, la prochaine. Donc, le financement flexible. Là, ce que l'on veut dire par là, c'est des réflexions continues et ensuite le leadership progressif. Voilà d'autres éléments que nous allons toucher. Et le financement flexible, ces ententes-là, ces arrangements sont tellement importants pour appuyer quel que soit l'engagement que l'on fait auprès des collectivités autochtones, tant au niveau de l'échéancier que des activités. L'engagement, c'est un processus à long terme, comme je vous le disais. Et nous devons donc voir quelle est la structure de financement flexible à mettre en place. Donc, il nous faut donc le financement qui va appuyer un engagement complet. Donc, des agences comme les nôtres qui veulent travailler avec les peuples autochtones doivent avoir du financement qui vont donc être alloués à respecter les besoins, les protocoles, les besoins financiers, qu'il s'agisse par exemple d'un horarium, de partage de connaissances, par exemple de l'utilisation du tabac lors de certains événements, etc. Donc, le transport, les diètes particulières, etc. Pour arriver à soutenir et enrichir ces liens, c'est important qu'il y ait un processus de réflexion continue. Revenir, réfléchir, revenir au point, réfléchir. Donc, avoir également des étapes de vérification. C'est une façon un petit peu détaillée de dire que dans chaque étape, vous avez, si vous voulez, cette boucle qui vous permet de réanalyser les choses pour s'assurer que les résultats puissent être adaptés aux commentaires qui vous viennent de ces groupes. Et que, bien entendu, que vous ayez, oui, ces objectifs à long terme, les impacts à long terme, mais que vous soyez en mesure de réagir aux besoins émergents et actuels pour arriver, donc, cette boucle-là, de nouveau, revenir, réexaminer et continuer. Partager le pouvoir, soutenir l'innovation, ça aussi c'est très important parce que toutes les possibilités de financement surviennent. Maintenant, nous essayons de rejoindre les gens, de collaborer ou de transmettre ces occasions à d'autres qui, selon nous, devraient être à la direction même de ces travaux plutôt que nous-mêmes seulement. Alors, ne faire en sorte qu'il n'y ait pas de solution autoritaire ou imposée dans quelle que soit la recommandation que nous ayons faite. Là, on cherche vraiment à participer de façon équitable avec les gens. Il nous faut un leadership qui s'engage à faire les choses différemment sans se retrouver coincé dans des silos bureaucratiques. Je sais que la nature du travail que nous faisons, le domaine, le milieu dans lequel nous opérons, c'est difficile d'y arriver à cela. Mais quand on a un modèle de gouvernance participatif où il y a le pouvoir partagées, les responsabilités partagées. À ce moment-là, vous pouvez vraiment encourager et même incuber, si vous voulez, des stratégies, intégrer des stratégies de participation active dans ces travaux. Donc, c'est peut-être une façon différente de faire les choses, puisque généralement, nous avons une approche beaucoup plus, si vous voulez, hiérarchique, où il faut des rapports à faire, des budgets à surveiller, mais c'est important pour nous de commencer à changer le système dans certains aspects. Et l'un de ces aspects,
aspect, c'est justement de le faire de cette façon. Être un leader progressif qui travaille avec des partenaires, qui les implique dans la prise de décision, des solutions, qui bâtit des consensus et qui prend des solutions beaucoup plus légitimes. Alors, avons-nous vraiment tout compris? Absolument non. Et là, je veux donc être vulnérable et vous parler de tous nos échecs. J'aurais bien voulu que nous ayons tout compris, mais peut-être qu'au moins on aura tiré quelque chose, appris quelque chose. Donc la première erreur. Nous n'avons pas obtenu ou demandé assez de financement, nous n'avons pas pu rémunérer les personnes de façon adéquate lors du lancement du guide. Nous n'avions pas eu assez de paiement, d'honoraires, nous n'avions pas assez de sensibilisation auprès de la communauté. Initialement, j'étais assez très nouvelle et je n'étais pas vraiment très impliquée. Et je ne pensais pas que je devais m'impliquer à chaque étape parce que je ne suis pas une personne autochtone. Et ici, on dit que c'est un projet dirigé par les peuples autochtones, donc la communauté. Donc, ce ne serait pas à moi d'approuver ou de finaliser le contenu ou de quelque chose, quel que soit ce qui se produit. Donc, avoir de bonnes intentions ne suffit pas. Donc, c'est là que j'ai appris, moi, que avoir les bonnes intentions ne veut pas dire que le travail se fait, que je ne cause aucun tort de notre côté. Donc, réfléchir à ça, ça a été vraiment énorme. Ça m'a permis de continuer de m'améliorer et d'apprendre. On ne peut pas également continuer de fatiguer à l'impossible les peuples autochtones avec ces tâches, mais il faut leur donner donc des commentaires véridiques, écouter leurs opinions, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que j'aborde. Mon consultant autochtone me dit, écoutez, il me faut une consultation sur cette proposition que nous sommes en train de soumettre, mais ne pas leur permettre de l'espace de dire, écoutez, c'est du symbolisme ou quoi, on est en train de perpétrer l'indigénisation ou quoi. Donc, et pouvoir arriver à dépasser justement ce fait-là, plutôt que de rediscuter toujours de cette question de consultation, mais vue sous un seul angle. Donc, je ne savais pas comment traiter, composer avec les échéanciers, surtout avec avec les peuples autochtones. Alors, justement, par exemple, le Canada au complet était en plein deuil à cause de ces tombes découvertes. Donc, il y a eu cette consultation. J'avais dit à une de mes consultantes, écoutez, nous devons nous rencontrer. Mais on a une communauté qui est en deuil au complet. Je ne veux pas venir à vous avec ce document, mais quand on est en train de traverser une épreuve aussi profonde, et nous n'avions pas donc compris cela. Et je continuais à faire le suivi, même délicatement, mais ça n'aurait pas dû être à un moment pareil. Alors, quoi d'autre? Oui, par exemple, les personnes anonymes, en quelque sorte, autochtones, sans nom. Parce qu'il y a pas mal de photographes qui se retrouvaient dans ce guide sur les Premières Nations de Surrey. Oui, d'accord, on a l'accord du photographe, donc on va tout intégrer. Donc, nous n'avons pas à savoir qui est telle ou telle personne. On m'a corrigé gentiment, d'ailleurs, que non, vous êtes en train de perpétuer cet fait que la personne autochtone n'est ni vue ni connue. Donc, nous devons déterminer qui est-ce, mettre un nom, une personnalité, une histoire, rattacher tout cela, parce que ceci est en train de être perpétué dans les tableaux, les photos. On doit dépasser ceci. Donc, il faut nous assurer qu'on donne crédit quand il y a des photos. Et obtenir toujours le consentement, parce que les gens doivent savoir où leurs travaux seront utilisés, à quoi ce sera utilisé aussi. Donc, pour le futur, ils doivent même savoir, par exemple, si c'est un programme financé par IRC, ce guide sera distribué à tel. Donc, il faut des permissions, il faut faire du doublage, des voix hors champ dans les vidéos, parce que je voulais que ces enregistrements soient disponibles dans différentes langues, mais je n'avais pas compris on efface déjà assez les peuples autochtones, leur histoire, leur narratif, leur vécu. Donc, une fois de plus, mes amis et collègues autochtones m'ont interpellé et dit, nous comprenons que votre intention est bonne, mais ceci ne devrait pas être ainsi, ne devrait pas se produire. Comprendre leur récit et comment la langue a un tel impact sur tout et tout et tout, dont Florentine l'a dit. Je le répète ici, notre façon d'exprimer les choses, de dire les choses a une grande importance. A une grande importance parce que ça change nos perceptions à nous et la perception externe de ce qu'on essaie de transmettre.
Des choses comme par exemple présumer que mes idées sont les bonnes, juste parce que j'ai de bonnes intentions, que j'essaie d'obtenir l'approbation et la validation du travail qu'on veut faire, parce que c'est ridicule, parce que c'est le minimum en fait. Ce travail doit se faire de toute façon. Donc rechercher l'approbation, la validation ne devrait pas être ne devrions pas agir ainsi, ne pas comprendre qu'il y a une dynamique de pouvoir, des relations complexes en présence, comprendre le contexte pardon, et les histoires locales. C'est aussi important pour faire en sorte que ces travaux puissent se dérouler. Oui, alors, ceci peut-être ça va prêter à controverse, mais je n'ai pas toujours tous s'entendre là-dessus. Mais récemment, j'ai été informée que nous devons aller au-delà de reconnaissance territoriale à annonce des territoires, parce qu'on ne doit pas reconnaître quelque chose qui, selon vous, ne serait pas vrai, véridique. Donc, plutôt ne pas utiliser le terme reconnaissance, aller au-delà de cela. Et là, une fois de plus, c'est l'aspect du récit. Et ne pas regrouper la décolonisation avec l'équité, la justice et l'équité, toutes ces initiatives, parce que c'est un peu ridicule d'inclure ceci avec nos territoires, nos terres, sans nos permissions. Et nous espérons également de continuer de travailler, d'accepter, d'être mal à l'aise et de continuer à chercher à savoir davantage, sachant que l'antiracisme est un processus, un cheminement continu. Parce que vous savez, un cheminement, et ça commence, tandis qu'un processus est plutôt continu. Donc, ce processus de colonisation dans nos travaux, dans notre langue, dans notre vécu. Alors, comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais passer à la prochaine diapositive et je vais faire ça aussi vite que possible. Alors, qu'est-ce que nous avons pourtant bien saisi? Nous avons appris qu'il faut aller au-delà de la théorie des changements au changement systémique, au plus de, si vous voulez, de solutions aléatoires. Donc, il faut arriver à des relations de confiance réelles, profondes, qui vont résulter à des changements du système qui ont été perpétués par les choses et les lois en place. Donc, quand on parle d'échanges, de communication, que ce soit réel, qu'il y ait des propositions en temps réel avec les commentaires en temps réel et que nous obtenons les rétroactions qui nous permettent d'approfondir ces liens que nous avons établis et aussi toujours en train de se poser la question, est-ce que cette relation est avantageuse pour l'un et l'autre, de part et d'autre? Donc, faire en sorte de créer ce milieu de dialogue et pour comprendre que toutes les initiatives, que ce soit l'initiative justement des Autochtones, créée par eux, par les leaders, par les organisations, les compagnies autochtones, qui doivent être impliquées dès le départ et pas simplement par la suite ou après que le financement soit arrivé. Mais même avant de lancer le concept même du projet. Et ceci, ça a mené à, par exemple, à que nous avons reçu du financement maintenant pour faire en sorte que ce guide des Premières Nations de Surrey puisse être utilisé pour amener ces changements systémiques. Donc, en résumé, nous sommes en train de créer un curriculum, un cursus à partir de ce guide qui pourra être utilisé par les enseignants des cours de langue pour les nouveaux arrivants. Et toutes les personnes qui voudraient utiliser ce guide pourront partager ces connaissances avec leurs équipes et pourront participer à un atelier, recevoir une trousse d'outils qui vont leur permettre de transférer ce contenu dans ce qu'ils livrent comme matière d'enseignement. Donc, nous allons avoir un guide audiovisuel. Donc, ça nous permettra justement de communiquer ceci à ceux qui ne lisent pas. Donc, nous avons également la possibilité de le traduire en plusieurs langues et nous allons aussi pouvoir créer une stratégie de partage pour pouvoir les jeunes le partager avec d'autres fournisseurs de services. Et aussi, nous avons reçu du financement pour développer, comme je l'ai mentionné, une stratégie de réconciliation avec le PLI de Surrey. Et donc, nous allons pouvoir le partager avec d'autres PLI pour leur utilisation respective. Alors, Laine Pierre de la Première Nation Kadzi a dit l'importance d'un guide de ce genre pour les Premières Nations, rédigé par des Autochtones et du point de vue des Autochtones, est une célébration, une étape progressive dans la bonne direction vers apprendre, comprendre et respecter les peuples d'origine et des Premières Nations qui occupent ces terres.
Alors, ce travail formidable a été accompli par, au niveau de la recherche et de la rédaction, c'est Little Crane Consulting, la conception et du guide, c'est Nahani Creative, les graphismes dessinés par la même, par Jamie Lee Gonzalez, la photographie vient de Kelsey Marchand. Si vous voulez voir le guide, rendez-vous sur surelip.ca. Nous l'avons pour le moment en anglais, en punjabi, en tagalog, en mandarin et bientôt français, en hindi et en coréen. Et ce sera donc financé par Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada. Alors, je vais terminer aujourd'hui avec les très beaux propos du chef Dr Robert Joseph. Trouvons un moyen d'appartenir ensemble à cette époque et à ce lieu. Notre avenir ainsi que le bien-être de tous nos enfants dépend du genre de relations que nous établissons aujourd'hui. Merci, merci de m'avoir consacré ce temps. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre et vous avez toutes mes coordonnées ici sur cette diapositive. Donc, je peux également les transposer dans la boîte de discussion. Merci, merci d'avoir donné cette occasion de vous parler. Je sais que vous avez pu en tirer quelque chose et j'attends volontiers vos questions. Merci, merci Maria, merci Florentine. Vos exposés ont été formidables et j'en ai les poils qui se dressent, les cheveux qui se dressent, pardon, parce que ça a été très intéressant. Je sais qu'il y aura sûrement pas mal de questions et je vais donc ouvrir la tribune aux questions. Alors, n'hésitez pas à activer vos microphones, activer votre caméra et à poser toute question que vous voulez, soit à l'une ou l'autre, parce que ceci est vraiment le moment, le milieu pour vos questions. Soyez à l'aise sur ce que vous voulez savoir davantage de ce qui a été dit. Paulina, à vous. Vous pouvez activer votre microphone et poser la question. Florentine et Mariam, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. C'était formidable et mon cerveau et mon cœur se sont ouverts. Alors j'ai deux questions. Et je pense que, peut-être trois, mais la première, l'exposé de Mariam, votre travail auprès des peuples autochtones, l'histoire du Canada, c'est un sujet tellement délicat, rempli d'émotions. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cela de façon, dans un cadre professionnel, justement? Les émotions là qui émergent, c'est une excellente question. Et quand nous nous retrouvons dans ces moments-là, dans ces milieux-là, c'est la première chose, c'est reconnaître que ces dialogues-là vont être chargés d'émotions et délicats. Et on offre aux gens tous les appuis qu'ils veulent, qui c'est possible, qu'il y ait plusieurs animateurs, bien entendu au niveau dans l'espace virtuel, et s'ils peuvent se déplacer, se parler ensemble de ce qu'ils ressentent. On essaie aussi d'avoir beaucoup de commentaires des gens pour savoir est-ce que nous avons bien fait les choses dans le cadre de cette rencontre, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc, dans ce cadre de ces dialogues, nous essayons de faire en sorte de dire aux gens, lorsque nous discutons de ces points importants-là, de saisir l'occasion, non simplement d'apprendre ce qui s'est produit, mais là, je suis vraiment m'assurer d'être ici pour que ceci ne se reproduise plus jamais, que nous ne perpétuons pas le tort, que nous faisons un effort conscient pour changer, pour aller au-delà de ce sentiment de désespoir et d'horreur, de se sentir incapacité. Non, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parfois, ça donne des résultats, d'autres fois, non. Alors, je dois dire, on continue d'apprendre sur comment traverser des moments pareils. Ce que j'ajouterais, c'est que c'est d'ouvrir des voies, mais reconnaître que nous avons réussi à accomplir ce type de travaux à travers justement une rencontre de ce genre. Donc, comme je remarqué chez les PLI de la grande région de Victoria, les gens sont tellement désireux de se rencontrer en visu, de personne à personne, parce qu'il y a tellement de façons quand on se rencontre, le langage corporel. Donc, ça ouvre l'occasion de peut-être d'intégrer des gens qui autrement ne pourraient pas se présenter. Donc sinon, c'est quelque chose pour moi, je l'anticipe beaucoup, beaucoup, quand ça sera possible de reprendre ce type de réunion et à ce moment-là, pouvoir avoir ce lien d'individu à individu, justement. Mais là, comme vous l'avez dit, Mariam, merci. Merci pour votre exposé. Il y avait beaucoup, beaucoup de notions très enrichissantes et merci d'avoir partagé.
Une question de Ed Allen. Quel est votre lien entre ce que vous êtes en train de créer et ce que les SN ont déjà développé? Donc, je ne sais pas si la question est adressée à soit Marianne ou Florentienne. Excusez-moi, l'audio n'est pas très clair. L'interprète s'excuse. Donc, vous voulez dire ce coup, est-ce que la question porte sur justement le guide de Surrey sur les Premières Nations a été créé avec les leaders locaux et les leaders des peuples autochtones à Surrey. Donc, c'est spécifique à Surrey. Donc, si vous allez sur ce site pour télécharger le guide, vous allez remarquer que je dirais nous, mais les personnes qui ont créé le guide ont décidé de prendre le format de récit oral et d'en faire un guide, parce que telle est la tradition autochtone. Donc, quasi tout ce que vous allez retrouver est fait sous ce modèle des aînés ou d'un leader culturel qui fait une narration orale. Donc, et ceci a été intégré donc, dans le guide. Donc, on va retrouver peut-être des informations qui se chevauchent, des similarités dans le contenu, mais ce guide donc est bien pertinent aux Premières Nations basées à Surrey. Merci, merci Mariam. Donc, nous avons aussi Jacqueline qui a également une question. Donc, activez votre microphone, caméra, comme vous voulez. Oui, merci. En fait, merci Myriam. C'était un bel exposé, très utile. Une question. Vous allez parler un petit peu des propositions, de subventions. Vous avez aussi touché c'est bien parce que c'est vrai, on ne peut pas toujours se défaire d'échéanciers, des résultats attendus. Donc, je pense que c'est toujours un petit peu difficile lorsque le financement s'attend à qu'on suive justement un calendrier bien fait et qu'on obtienne tel ou tel résultat. Donc, c'est un petit peu difficile lorsqu'on travaille avec certains groupes de gens. Est-ce qu'on veut à ce moment-là qu'ils eux établissent ce calendrier et qu'ils prévoient les résultats auxquels s'attendent. Donc, comment créer, si vous voulez, un lien entre ces deux ponts-là? Donc, je sais que Florentine sera d'accord avec moi, parce que la première, c'est d'avoir un bon lien, des liens solides avec le bailleur de fonds, pour pouvoir converser avec eux, comme je le fais maintenant, comme tout ce que vous avez entendu ici. Et c'est également des discussions de ce genre que j'ai menées avec nos bailleurs de fonds. Merci à AMSA d'avoir également joué comme permis cet espace-là. Donc, quand vous créez ces liens-là, ça vous permet de revenir et de dire, écoutez, on a dit, il y a un formulaire pour demande de financement, des documents qu'on remplit, mais n'avons pas pu répondre à ça. Et voilà les raisons. Et à cause que ça met un climat de compréhension, donc c'est plus difficile pour nous que de faciliter un dialogue là-dessus, mais ça fait partie du travail, de l'engagement que nous faisons en tant que gens qui allons faire ces travaux. Nous devrons y passer par là et revenir à dire, écoutez, ce ne sera pas possible, nous n'allons pas pouvoir répondre à cette échéance, nous n'allons pas pouvoir accomplir telle ou telle chose d'ici tel ou tel temps. Donc, ça devient, si vous voulez, une façon d'informer plutôt que d'exiger ou de demander. Et à cause des beaux liens que nous avons établis avec nos financements, jusqu'à présent, tout ça nous a permis d'acquérir cette flexibilité. Ce n'est peut-être pas la réponse idéale parce que ce n'est pas tous les bailleurs de fonds qui vont agir ainsi. Mais dès le départ, lorsque les soumissions sont déposées, il faut en parler dès le départ. Et ça permet également de préserver ce type de lien, n'est-ce pas? Oui, c'est très utile. Nous avons eu la même expérience avec certains de ces événements où il a fallu justement réviser la ligne de temps. Ça a pris plus de temps pour écrire le rapport à cause de tel ou tel événement qui aurait dû avoir, soit cet événement aurait dû se produire avant la fin de l'exercice fiscal parce que nous avions cette échéance-là. Mais être ouvert et partager, faire savoir aux bailleurs de fonds pourquoi il faut changer et pourquoi on doit le faire bien plutôt que de le faire à la va-vite. Et ça, c'est devenu l'expliquer. Et quand on a eu le financement pour cette recherche-là que je vais faire cette année-ci, là, se poser cette question dès le départ. Que se passerait-il si nous n'arrivons pas à tout combler d'ici l'échéance prévue?
Est-ce qu'il y a une flexibilité ou non? Est-ce qu'il y a de la souplesse? Alors, dès le départ, oui, on peut vous permettre telle ou telle chose. On ne veut pas que vous donnez une attitude de 5 années, mais c'est un petit peu ce qu'on comprend. On veut que ça soit accompli d'ici 1 an, mais si ça prend 1 an et demi pour tel ou tel projet, dans ce cas-ci, parfois les bailleurs de finances, de bailleurs de fonds, pardon, peuvent vous protéger. Donc, quand je parle de ce projet-ci de cette année, c'est un petit projet. Ils veulent aussi vous protéger de dépenser, pardon, 5 ans, d'allouer 5 ans pour un projet qui en fait n'a qu'un petit financement pour ne pas justement s'épuiser. Alors, juste comprendre les liens à créer. Merci beaucoup. Cela est très utile à vous deux. Oui, il y a une question sur l'annonce, la reconnaissance du territoire de Mariam. En fait, je voulais assister à cet atelier pour plusieurs raisons, mais je voulais le faire parce que dans votre biographie, vous avez utilisé le mot volet, territoire volé. Et je n'ai pas encore créé une reconnaissance de territoire, mais j'ai suivi un atelier où j'ai appris que c'est dans la signature. Lorsqu'on envoie un courriel, les gens vont vouloir établir des alliances ou non avec vous selon votre reconnaissance de territoire dans la signature de votre courriel. Et maintenant que quand je lis parfois des reconnaissances territoriales, je ne ressens rien de l'autre personne. Donc, à qui avez-vous demandé du guide? Et Florentien, si vous avez quelque chose à ajouter, j'aimerais le savoir. Et le mot voler, c'est un mot assez fort, mais j'hésite de l'utiliser. Avez-vous des expériences où on a reconnu, on a utilisé ce mot, le mot voler? Cela, toute cette question de reconnaissance versus annonce, c'est tout nouveau. Michel Ahani en avait parlé. Et donc, j'ai commencé à poser la question, qu'est-ce que cette reconnaissance territoriale veut dire pour vous? Ou reconnaître, si vous êtes fâché, est-ce que reconnaître est assez? Quelle est la perception? C'était facile pour moi que je ne vais plus utiliser ce mot reconnaissance, mais c'est plutôt annonce. Annonce. Et sur l'utilisation de ce mot volet, j'ai reçu des commentaires de tous bords. Certains sont d'accord et d'autres disent pourquoi est-ce que tu commences en utilisant ce mot volet? Parce que ça crée cet espace. Mais en fait, je suis prête à le faire. Mais le changement est absolument nécessaire et cela implique se sentir non confortable. Donc, je l'ajoute dans ma biographie, à ma signature, en parlant dans ces espaces et de façon à ce que les gens comprennent que je ne cherche pas une bagarre, une bataille. Sinon, c'est une annonce. J'annonce que ce territoire a été volé historiquement. Merci de cet éclaircissement, Mariam. Moi, personnellement, je n'avais pas entendu parler de ces changements au niveau de l'annonce. Je suis tout à fait... je suis en train de refléter, de faire des réflexions. Ben, j'aimerais ajouter comme facteur compliquant en parlant de ce qui est compris dans votre signature. Ça fait partie de votre organisme en tenant compte des nations locales. Et donc, il faut voir si on a limité la possibilité d'apporter certains changements dans ce sens. Ou parfois, on peut aller dans le sens
de vouloir exprimer davantage, que ce soit dans la signature ou non, mais en parler davantage. Ce qui me vient à l'esprit, quand Larry fait une reconnaissance territoriale, il ajoute toujours une partie d'un apprentissage récent, quelque chose que nous avons vu sur le terrain dernièrement. Donc c'est important également réaliser cela. Mais nous devrions chercher à se sentir correct en se sentant inconfortable. Par exemple, la campagne médiatique, et on utilise le mot antiracisme. Et donc le mot anti, en fait, ça semblerait que c'est inviter une bataille, mais on veut lutter contre le racisme. Il faut être vrai à ce qu'on est en train de faire. Donc, utiliser les bons mots, c'est important, mais en même temps, apprendre aux gens que c'est correct, c'est normal si on se sent inconfortable, parce qu'à partir de là, il peut y avoir une réorientation. On peut avoir des changements. Alors, cette attente ou cette idée préconçue de toujours arriver à ce lieu où tout le monde se sent confortable ou bien à l'aise, non, ce n'est pas réaliste. Alors, sentir parfois plein de culpabilité, c'est paralysant, ou on ne veut pas déranger les autres. Ce n'est pas une réponse non plus. Ou parfois, c'est tellement écrasant. Il y a trop à faire. Où commencer? On peut se sentir débordé et paralysé en conséquence. Alors, se sentir à l'aise avec de prendre un premier pas, mais si ce n'est pas stable, même si ce n'est pas stable, ce n'est pas confortable, il faut continuer allant dans ce processus, dans ce sens, et commencer à travailler avec la communauté. Alors, se sentir à l'aise en se sentant mal à l'aise, dans le fond, c'est important. Moi, j'ai adoré les deux présentations. Après avoir été 2 ans et demi avec le partenariat local en immigration, vous avez bien saisi l'importance de rester centré sur ces sujets, ces principes de base. Je veux juste répéter que ces mots, les mots qu'on utilise, c'est tellement important. Par exemple, au Chilliwack Community Services, nous sommes très fiers d'être ouverts. Nous utilisons les bons pronoms ou nous annonçons nos pronoms, mais la rédaction, nous étions tellement fiers en tant qu'organisation. Nous l'avions affiché sur chaque mur dans notre bâtiment. Mais ce qui est intéressant dans ce libellé-là, nous avons reconnu être sur un territoire non cédé et en remerciant, en offrant notre gratitude à ces personnes de nous permettre de travailler sur leur territoire. Mais lorsque je l'ai mentionné aux personnes autochtones et aux aînés, ils ont en quelque sorte ri de nous. Et j'ai essayé de puiser de l'information et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était cloche. Cela a pris un certain temps avant qu'ils me fassent confiance et finalement, cela est sorti. Pouvez-vous utiliser les mots pouvez-vous dire merci d'avoir partagé ce territoire? Si vous allez chez quelqu'un et vous volez les joyaux, pouvez-vous dire merci d'avoir partagé vos joyaux? Donc, le comité qui en était tellement fier, qui allait dans la bonne voie, mais vraiment le libellé, les mots utilisés, c'est important. Donc, nous l'avons changé
C'était toute une conversation. Parfois, on va avec en tête un certain résultat, mais les conversations, c'est quelque chose d'organique. Les choses peuvent changer au fur et à mesure. Et j'ai également appris que l'apprentissage est différent selon la culture. Donc, voilà un apprentissage qui est continu. Et donc, vraiment là, on réalise seulement lorsqu'on se trompe. Donc, c'est en se trompant, en commettant des erreurs, qu'on peut rectifier le tir. Et le fait d'être vulnérable et ouvert à l'apprentissage, voilà la leçon très importante. Je voudrais ajouter à cela que lorsque quelqu'un identifie que tu as commis une erreur, c'est un cadeau. Ce n'est pas le fait d'avoir commis une erreur, c'est le fait de se rendre compte de cette erreur-là. Alors, prendre cela comme un cadeau, comme une offre, quelqu'un est prêt à vous parler de cela. Donc, la première réponse devrait être un remerciement. C'est un signe de confiance, en fait. Lorsqu'on est de bons amis, donc, si quelqu'un est un bon ami, il ou elle va te dire les vérités. Et un vrai ami, donc, peut te dire, j'ai pas apprécié ceci ou cela. Donc, ça, c'est une première étape dans l'établissement de la confiance. Donc, il ne faut pas répondre à la défensive. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec moi. Il y a eu une question tout à l'heure sur ce que c'était notre réponse lorsque quelqu'un de couleur noire nous a montré que la représentation n'était pas là. Et donc, plutôt qu'être à la défensive ou parler du manque de capacité, etc., ce qu'il faut dire, c'est tout simplement remercier la personne. Et donc, aussi partager un peu plus sur la campagne et aussi amener le photographe et être très clair avec les personnes avec qui on participe. Donc, cette photographe noire, il fallait reconnaître son travail et aussi chercher à que les gens comprennent, disons, le mandat que nous avons cette campagne qui achève à une certaine date et dans le prochain exercice, nous allons rectifier le tir, travailler avec les personnes impliquées et continuer dans une voie où toutes les voies sont incluses dans le travail contre le racisme dans la collectivité. Il ne nous reste que 3 minutes, donc une toute dernière question. Mes excuses, mais il faudrait conclure dans les prochaines minutes. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, cette question-là d'aller dans une collectivité autochtone et pour proposer un projet ou une initiative, c'est très sensible, c'est très délicat. Et proposer, ce n'est pas le bon mot, parce que les communautés autochtones parfois perçoivent que oh, tu vas venir et tu vas intervenir, et pourquoi nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes? Et alors, vous avez tous deux parlé de la collaboration, l'importance de travailler ensemble. Alors, quelle serait votre approche lorsque vous avez une initiative? Comment est-ce que vous vous approchez la première fois, disons, le premier contact avec la communauté autochtone? Moi, je dirais ne pas attendre un projet en particulier. Il faudrait aller directement connaître la collectivité, établir les liens avec les dirigeants
les représentants de la collectivité et tout simplement annoncer le désir de les connaître, de faire leur connaissance, de comprendre leurs priorités et leurs intérêts. Et donc, par la suite, on peut revenir, oh, nous avons cette occasion de demander du financement. Qu'est-ce que vous pensez dans votre communauté? Quels seraient les résultats escomptés ou le montant de financement? Donc, il n'est pas nécessaire d'attendre la création de ces liens, sinon on devrait le faire en amont. Alors, je ne sais pas si ce commentaire est très utile, mais en l'essence, c'est que ces relations soient prédéveloppées, élaborées d'avance et ne pas faites en lien spécifiquement avec un projet donné. Maintenant, le temps est écoulé. C'est un sujet que nous pourrions parler longuement. Mais merci beaucoup à Florentine et Mariam pour vos magnifiques présentations. Et merci à vous tous de vous être joints à nous. Et on espère vous voir le 2 et 3 février au sommet Colombie-Britannique et du Yukon. Et un remerciement également aux interprètes à l'IRCC. Et donc, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. Vous pouvez vous brancher à nous à travers le SettlementNet. C'est un bulletin que nous publions à chaque semaine. Et si vous avez des commentaires, sentez-vous en toute liberté de nous parler par les différentes, en utilisant les différents moyens. Et s'il vous plaît, si vous pouvez partager vos commentaires, nous accordons une grande valeur à vos commentaires et nos événements sont basés sur ce que vous avez à dire. Merci beaucoup.